we started these webinars in last May. Obviously, it was in reaction to the current sanitary crisis we are facing, the problem of travel restriction that it's not making possible that we meet together physically during seminars. But also it was a way to share best practices among us, among organizations, on how we deal with this crisis. So the objectives are to give you some keys, some answers, some best practices, illustrations on how the others are dealing with specific topics, and raise discussion, propose you a possible perspective and way of improvement for your organization. Donc ces webinaires, ils ont démarré il y a presque un an maintenant, c'était au mois de mai, en réaction bien sûr à cette crise, pour d'abord partager comment chacun dans nos organisations était en train de gérer cette situation de crise, et puis aussi pour répondre aux problématiques de restrictions de voyage qui fait qu'on ne peut pas se voir physiquement toujours malheureusement dans le cadre de séminaires, et donc ces webinaires sont bien pratiques pour ça. L'idée, c'est de vous donner des éclairages sur ce que font les autres organisations, comment ils traitent de thématiques en lien avec la gestion de cette crise, de vous donner des illustrations et des pistes pour avancer dans votre organisation. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons avoir 3 speakers qui vont intervenir. D'abord, Philippe Ivragno, qui est le directeur de la coopération internationale à Business France, l'agence de promotion de l'investissement et des exportations en France. Christos Kouras, qui est le directeur des affaires internationales et institutionnelles de Enterprise Greece, l'agence de promotion des investissements et des exportations en Grèce. Et puis, je vous ai préparé une petite présentation également des outils qu'a développé Anima en matière de gestion de pilotage des impacts locaux des projets d'investissement. So we have 3 speakers today. Philippe Ivragno, who is the Director of International Cooperation at Business France, the investment promotion and export promotion agencies in France. Christos Kouras, who is hello Philippe, I see that you turn off your camera. Christos Kouras, the Director for International Affairs and Institutional Affairs at Enterprise Greece, also an investment promotion and export promotion agency in Greece. And myself, I will present some tools Anima has developed to pilot and manage local impact of investment projects. Thank you. So again, you can use the chat box if you want to interact with me or with the speakers, and I can convey your question. Si vous voulez réagir, m'interpeller ou interpeller les speakers, vous pouvez utiliser le chat. Encore une fois, si vous voulez d'ailleurs maintenant mettre quelques petits mots pour vous présenter dans le chat, if you want to put some words to present you, where you are from, in the chat box, feel free to say hello to the other participants. Vous pouvez d'ores et déjà dire bonjour aux autres participants dans le chat. Important instrument that we have to follow up on this webinars, we put at your disposal in the framework of the EPSOMED project, which is an EU-funded project that, in the context of which we organize all these webinars. We offer you a peer learning program, which are short technical trainings among business support and investment promotion organizations, where you can benefit from the expertise of another organizations, and we give you a grant to benefit from this expertise, being to finance the time spent by the experts, but also the travel cost that you may need to conduct a joint project with another organization. Donc on met à votre disposition un programme de peer learning, donc d'échange entre pairs, qui sont des petits jumelages techniques qu'on subventionne dans le cadre du projet EPSOMED, qui est un projet européen de soutien aux écosystèmes de soutien des entreprises, dans le cadre duquel on organise tous ces webinaires. Et donc ce programme de jumelage technique vous permet de monter un projet commun d'échange d'expertise avec une autre organisation autour de la Méditerranée, en Europe ou en Méditerranée, pour bénéficier d'une expertise d'un tiers et d'un pair en particulier, pour mettre en place des nouveaux services dans votre organisation. Donc, on vous offre
une subvention dans ce cadre-là qui peut financer les coûts humains, donc le temps d'expertise passé par votre partenaire et également les frais de voyage. On peut passer. Voilà, et puis vous retrouverez sur le site d'Anima, dans la rubrique, vous êtes dans le menu du site d'Anima, dans la rubrique Bonnes pratiques, vous allez retrouver toutes les interventions des webinaires qui ont eu lieu depuis le début de l'année. So it's a good way, this best practice channel to find partners to cooperate with in the context of the peer learning program we offer. So let's go for the start of this webinar with some small introductory words. Oui, donc le sujet de la maximisation des impacts locaux est particulièrement d'actualité aujourd'hui. À l'heure où le monde connaît une urgence climatique, où nos sociétés sont sous la pression de cette crise sanitaire et sociale, on remarque que les autorités publiques font des efforts considérables pour maintenir l'emploi, pour limiter les défaillances d'entreprises. So the subject of maximizing local impact is particularly topical today, at a time especially when the world is experiencing a climate emergency, when our societies are under this pressure from this health and social crisis, and public authorities are making considerable efforts to maintain employment and limit business failures. Ces aides qui sont apportées à l'économie, elles sont peut-être, nous le pensons au sein du réseau Anima, l'occasion d'un New Deal, un nouveau partenariat entre les entreprises et les territoires. En effet, selon la CNUSED, les Nations Unies, il faudrait environ 4 000 milliards de dollars d'investissement chaque année pour mettre les pays émergents sur la trajectoire des objectifs du développement durable des Nations Unies. Les bailleurs publics, nationaux, internationaux, investissent, eux, de leur côté, 1 600 milliards. On voit bien que les investissements privés sont essentiels pour se mettre sur la trajectoire du développement durable. So these public aids that are brought to the economy, they are perhaps the occasion of a new deal between companies and territories. According to UNCTAD, the United Nations, around 4 trillions of investment is needed each year to put the emerging countries on the path to achieving the UN Sustainable Development Goals. Public donors are investing 1.6 trillion. So the private sector is essential to fill this gap of the investment necessary to conduct to sustainable development. Donc dans ce contexte, la réduction de la fracture du développement entre les régions est essentielle. Et nous allons voir comment 2 agences, en France et en Grèce, ont mis en place des mécanismes pour promouvoir leur région et travailler avec les acteurs locaux pour le développement. Il est également nécessaire de savoir évaluer les impacts des investisseurs sur les territoires afin de mieux négocier avec les entreprises et de mieux dimensionner les efforts et prioriser le soutien public à ces projets. Nous présenterons en fin de webinaire un outil créé par Anima qui peut vous aider dans cette démarche. So in this context, bridging the development gap between the regions is essential. We will see how 2 agencies in France and Greece have set up mechanisms to promote their regions and work with the local actors for development. It is also necessary to know how to assess the impact of investor projects on territories in order to better negotiate with these companies the public support offered to their projects. And at the end of the webinar, we will present a tool created by Anima to help you in this process of negotiating and improving the local impact of investment projects. So I think we can now move to our first speaker, Philippe Hiverniau. Hello, Philippe. Bonjour. Bonjour, Philippe. So Philippe, we will show a video that you have prepared, which is subtitled in, I think you expressed yourself in French and it's subtitled in English. And after that, we have an exchange with you with the audience on how this Business France is doing to maximize local impact of investment. Donc, on va avoir un échange avec Philippe Hiverniau sur la façon dont Business France et donc la France traite ce sujet des liens entre attractivité et impact locaux. Et puis, on aura une discussion avec Philippe à la fin de la présentation. Non, juste avant de commencer la vidéo, juste un mot d'abord pour vous saluer toutes et tous et remercier donc l'équipe d'Anima pour l'invitation à intervenir dans ce séminaire. Je voudrais simplement préciser que je suis accompagné aujourd'hui par Grégory Vincent, qui est également dans les participants de Business France.
Et Grégory est en charge d'un outil important de Business France qui va être présenté justement dans la vidéo, qui est l'interface de travail que nous avons entre nous et nos partenaires régionaux. Donc, il est au cœur de cette problématique de comment maximiser les retombées locales pour les régions, des projets d'investissement. Il sera ravi évidemment de répondre à vos questions. Voilà. Donc, so Philippe is coming into the webinar with Grégory Vincent, which is in charge precisely of the tools at Business France to interact with the regions and to maximize the impact at the regional level. So let's go for the video. Bonjour à tous, donc mon nom est Philippe Vergniaud de Business France. Je suis heureux d'être avec vous pour vous parler de l'expérience de Business France sur le sujet de la stratégie d'attractivité et son impact sur les retombées locales. Alors, d'abord, un petit mot d'introduction, de présentation. Business France, vous le savez pour beaucoup d'entre vous, c'est l'agence publique française en charge de la promotion des investissements étrangers. À ce titre-là, nous avons participé et animé la création du réseau de nos partenaires territoriaux en charge de l'attractivité et de l'attraction de l'investissement étranger, le réseau Invest in France Network à partir des années 93 jusqu'en 2018-2019, réseau qui s'est encore plus fortement structuré et rebaptisé depuis 2020 le Team France Invest. De mon côté, Philippe Vergniaud, j'ai une double expérience, à la fois du côté de ces territoires qui vont être importants dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ayant travaillé une douzaine d'années dans deux grandes régions de France, l'ouest et le nord de la France, et puis depuis maintenant 2005 au sein de l'Agence française pour les investissements internationaux et maintenant Business France sur le terrain en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord et depuis donc 5 ans maintenant à la coopération internationale. Je serai rejoint pour le débat et notamment pour la partie questions-réponses suivant la présentation par mon collègue Grégory Vincent, qui lui aussi a une expérience importante de plusieurs années de prospection d'investisseurs à l'étranger, aux États-Unis, puis en Italie, et qui est maintenant depuis plusieurs années responsable du COSPE, le comité d'orientation des projets, dont il sera question plus tard, et qui joue un rôle clé dans l'orientation des projets sur les territoires, et notamment dans la problématique de maximisation des retombées locales qui est la nôtre aujourd'hui. L'agenda de cette présentation, on commencera par regarder un petit peu ce que sont pour nous les enjeux stratégiques de cette prise en compte du local, la réponse qui a été développée au fil des années par Business France, qui est une réponse à 5 niveaux. On fera un zoom sur l'importance qu'a pour nous et que doit avoir, je pense, pour chacun d'entre nous, agences de promotion des investissements, les partenaires régionaux qui travaillent avec l'agence nationale sur ce sujet de l'attractivité. Et je terminerai par un mot de conclusion. Alors, quand on parle de stratégie d'attractivité et retombées locales, il y a un petit peu la question de par où est-ce qu'on doit commencer. Est-ce qu'on est dans une démarche top-down, du haut vers le bas? C'est un peu l'impression qu'on peut avoir, puisque la stratégie d'activité va avoir bien entendu un impact direct au travers des projets qui sont ciblés puis implantés sur les territoires, sur les retombées locales qu'auront ces projets. Donc on est de ce point de vue-là dans une approche top-down, si on peut dire, mais il y a aussi, et c'est un point important qu'il faut que nous ayons tous en tête, la nécessité, si on veut maximiser ces retombées locales, qui est également une approche qu'on pourrait appeler bottom-up ici, c'est-à-dire de partir des retombées locales, ou en tout cas des objectifs que l'on veut se fixer sur ces retombées locales pour les territoires et les collectivités, pour nous aider à définir la bonne stratégie d'attractivité qui permettra donc précisément de maximiser ces retombées locales. Alors, qu'entend-on par maximiser les retombées locales de l'investissement? D'abord, maximiser quoi? Alors, ça peut être des choses diverses. Généralement, on commence toujours par la création d'emplois, emplois directs par les investissements portés par l'investisseur étranger, mais aussi emplois indirects au travers de la sous-traitance, du partenariat avec des entreprises locales et de toutes les générations d'emplois indirects.
L'impact du coup au travers de cela sur le tissu local d'entreprises, notamment de PME, qui peuvent devenir des sous-traitants, des partenaires des entreprises implantées, et donc l'impact sur l'activité, mais aussi parfois sur la montée en qualité par les exigences de qualité que peuvent avoir les partenaires internationaux et l'apport en savoir-faire qu'ils vont donner à ces PME. De même sur le niveau de compétence de la main-d'œuvre locale qui souvent peut être remonté grâce aux méthodes apportées par les investisseurs étrangers ou aux efforts de formation qui sont faits. Il peut y avoir également des dimensions plus sociales et de responsabilité sociale environnementale, réduction des inégalités, emploi hommes-femmes, les jeunes, etc. Ou simplement, et de plus en plus aujourd'hui pour nous, la contribution aux objectifs de développement durable du pays ou des régions sur l'énergie, l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre, etc. Bénéficier à qui? Les retombées locales, c'est bien sûr un enjeu pour chaque territoire. C'est bien pour ça qu'on parle de retombées locales. Mais ces retombées locales sont aussi un enjeu pour le niveau national, à la fois sur les grands chiffres, le produit national brut, l'activité économique du pays, mais aussi sur les enjeux que peut avoir chaque pays sur l'équilibre de ses territoires entre zones urbaines, zones rurales, zones favorisées ou zones moins développées, moins favorisées. Alors, ces enjeux, donc, on va les retrouver à deux niveaux pour ce qui nous concerne aujourd'hui. À un niveau macroéconomique qui serait, je dirais, le niveau stratégique pour nous. Quelle politique d'attractivité va-t-on devoir définir? Les secteurs prioritaires, quelle loi pour les investissements éventuellement avec laquelle on va devoir travailler, et les enjeux de développement du territoire. Qu'est-ce qu'on souhaite exactement développer sur chaque territoire au niveau national. Et puis à l'autre bout, il y a le niveau local, plus microéconomique, qui est la prise en compte, pour définir cette stratégie, des attentes des acteurs locaux, que ce soit les acteurs politiques, publics, élus, mais aussi des entreprises, et de l'impact que pourront avoir, et de l'impact qui est attendu au travers de ces investisseurs étrangers sur les différents aspects du local, social, environnemental ou économique. Alors, si on reprend un graphique qui a déjà été présenté dans des formations précédentes d'Anima, qui est le schéma, ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'attraction des investissements, qui est une résultante directe pour nous de la stratégie d'attractivité que l'on définit. On la divise généralement en trois grands groupes d'activités. D'amont en aval, ça commence le groupe qui est en rouge sur le graphique par la prospection des investisseurs depuis l'émergence du projet dans l'esprit de l'investisseur jusqu'à la définition, jusqu'au lancement du projet, la définition d'une shortlist pays à partir de laquelle il va engager l'étude d'implantation de son projet. Deuxième phase en vert sur ce graphique qui est l'accompagnement à la décision des projets, définir une shortlist des pays, faire des offres sur les différents territoires, des offres d'implantation de sites, visite des sites, négociation jusqu'à la décision d'investissement. Et la dernière phase qui est ce qu'on appelle parfois le care ou l'aftercare, ou le suivi après implantation, part de la décision d'investir prise par l'investisseur jusqu'à le développement puis l'inauguration du projet, et ensuite toute sa vie sur plusieurs années, avec éventuellement régulièrement des projets de réinvestissement sur le site d'implantation. Alors, où est-ce que la question pour nous de maximisation des retombées locales doit se poser? Notre avis, notre expérience est qu'elle se pose en fait à tous les niveaux. Elle doit être prise en compte dès l'étape de prospection des investisseurs. Elle doit bien entendu être très présente dans l'accompagnement et dans la négociation des projets, et aussi tout au long du processus d'aftercare qui suivra la décision d'implantation. Alors, on va le voir dans la réponse à 5 dimensions qu'on a développées à Business France. Le premier niveau, donc, qui est le ciblage des investisseurs. Le deuxième niveau, l'orientation des projets d'investissement. Et le troisième niveau, qui est l'accompagnement des projets, une fois implantés, au travers des conditions qui sont données pour l'implantation, et ensuite du suivi de la vie du projet. Alors, on a rajouté
deux dimensions qui nous semblent importantes pour accompagner tout ce travail et pour l'alimenter et pour alimenter la réflexion et l'amélioration continue de ce process. C'est l'évaluation qui est un point très important, évaluer l'impact, les résultats de cette politique et l'impact réel a posteriori donc sur les retombées locales. Et puis la communication qui doit être faite ensuite sur ces retombées locales, que ce soit vis-à-vis des entreprises ou des territoires bénéficiaires. Alors, on va détailler un petit peu, mais sans aller trop loin, chacune de ces 5 étapes. Alors, le ciblage. Cibler la prospection, c'est important effectivement de prendre en compte dès cette étape-là les retombées locales attendues sur les projets d'investissement, dans la mesure où, en fonction de ce qu'on attend, cela va orienter notre prospection vers un certain type d'investisseurs, certains secteurs qui nous sont prioritaires, en fonction de ce que sont les attentes des territoires. Au niveau de Business France, c'est un exercice que l'on fait chaque année. Pour aller très rapidement, la stratégie d'investissement, elle est définie d'une part à partir des priorités qui sont définies au niveau national en termes de stratégie industrielle, quel secteur on doit renforcer, quels sont les secteurs porteurs. On prend en compte bien sûr les tendances des investissements. On ne va pas aller prospecter sur des secteurs sur lesquels il semble y avoir peu de projets potentiels d'investissement. Et à contrario, si on voit qu'il y a des secteurs qui se développent beaucoup, avec beaucoup de projets d'investissement dans le monde, on va regarder en quoi ils peuvent contribuer au développement de notre pays et donc à notre stratégie de prospection. Mais on prend également en compte, et c'est là que c'est important, les priorités de chaque région. Donc on a un exercice tous les ans, au mois d'octobre-novembre, où on échange avec les régions sur ce qu'elles attendent de la prospection qui va être conduite par Business France, éventuellement si elles sont prêtes à participer à certaines actions. Et donc tous les ans, on va d'une part organiser notre prospection en prenant en compte les priorités que chacune des régions nous a exprimées, mais aussi en les associant à certaines actions, ce qu'on appelle des prospections ciblées, où on va aller avec elles et avec les experts du terrain, rencontrer les entreprises, discuter de leurs projets éventuels d'investissement et leur présenter les atouts de tel ou tel territoire. C'est déjà une première façon de prendre en compte ce qu'on peut espérer des investissements en termes de retombées locales. Le deuxième aspect, c'est l'orientation des projets. Alors, lorsqu'un projet est identifié, on va constituer au niveau de Business France un dossier d'offres qui est constitué de propositions de sites régionales. Donc, cette étape était évidemment très importante pour maximiser pour nous les retombées locales, c'est d'orienter dans la mesure du possible le projet vers des propositions de sites et de territoires d'accueil qui vont à la fois maximiser le bénéfice pour l'investisseur, c'est-à-dire répondre à ses critères d'implantation, faute de quoi il ne choisira probablement pas de venir dans notre pays s'il estime qu'on ne fait pas de bonne proposition, mais aussi de maximiser l'impact que l'on attend de nous pour notre pays, c'est-à-dire de l'orienter vers des territoires sur lesquels on estime que le bénéfice pour le territoire et pour la France en général sera maximisé en termes d'insertion dans le tissu local, en termes d'impact local, environnemental ou autre. Donc, cette sélection des offres régionales est une étape très importante qui, derrière, permettra de maximiser l'impact local. Le troisième niveau, c'est dans l'accompagnement des projets. Une fois qu'ils sont décidés, alors il y a un certain nombre d'outils. Je le mets ici à deux niveaux. Le premier, c'est sur les conditions qui sont données à l'investisseur, notamment toutes les aides qui sont apportées. Ce sont généralement des aides qui sont conditionnées à la réalisation de certaines conditions. Par exemple, donner des aides financières à l'investisseur à condition qu'il crée un certain nombre d'emplois ou qu'il investisse un certain montant, ou ça peut être également des conditions en fonction des objectifs qu'on a fixés sur, par exemple, l'emploi de jeunes ou l'emploi de femmes ou le développement d'activités de R&D, voire des conditions qu'on commence à voir dans certains projets de mesures d'impact sur l'environnement, empreinte carbone ou pollution, etc. Le quatrième niveau, c'est l'évaluation. Donc, une fois qu'on a effectivement rentré cette pratique de mettre le souci de maximiser les retombées locales
aux différents niveaux de la chaîne de valeur de l'attraction, il est évidemment très important d'évaluer les résultats, l'impact que tout ça dans la réalité sur les territoires, et pas simplement de considérer qu'ayant bien fait notre travail de préparation, ça va venir tout seul et qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de le mesurer. Alors, c'est un point sur lequel j'insiste parce que, tout à fait honnêtement, à Business France, autant nous avons bien développé, comme je l'ai présenté, notre process en termes d'intégration des préoccupations régionales sur la prospection, sur l'orientation des projets, sur l'aftercare, autant on a le sentiment que sur ce sujet de la mesure des résultats et notamment de l'évaluation de l'impact, nous faisons des choses aujourd'hui, mais nous sommes encore loin d'être parfaits et c'est pour nous un chantier important que de progresser et d'arriver à un système qui permette de mieux mesurer l'impact et de mieux prendre en compte cet impact ensuite pour améliorer notre stratégie d'attractivité. Alors, le premier point quand on veut évaluer, c'est de choisir des indicateurs clés, pour reprendre le terme anglais consacré, des KPI, qui soient smart, c'est-à-dire qui soient pertinents, adaptés aux objectifs que l'on s'est fixés. Et les objectifs peuvent être divers, c'est l'emploi, mais ça peut être aussi des objectifs, comme on l'a mis ici, par exemple, d'insertion des jeunes, d'empreinte carbone, d'égalité des genres ou autres. Donc, en fonction de chaque objectif qu'on a fixé, on ait un ou deux indicateurs clés qui seront représentatifs du résultat que l'on veut obtenir. Ça peut être par exemple le nombre d'emplois créés, tout simplement, ou bien le nombre de brevets produits par les entreprises étrangères qui s'implantent si on a un objectif en termes de R&D, ou le pourcentage de femmes employées si on a un objectif d'égalité des genres, etc. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer tout cela? Il y a trois approches. La première, qui est intéressante si elle est possible, c'est-à-dire si vous n'avez pas trop de projets à gérer chaque année, qui est une mesure exhaustive de tous les projets. Faire, par exemple, une enquête auprès de tous les projets implantés après 4 ou 5 ans après leur implantation pour mesurer précisément quels ont été les résultats en termes de création d'emplois, d'emploi de jeunes, d'emploi de femmes, etc. Surtout les indicateurs clés. Alors, c'est possible si vous avez moins d'une centaine de projets à gérer par an. Nous le faisions quand j'étais dirigeant de l'agence du Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on avait en gros une quarantaine de projets chaque année. C'était possible de faire cette évaluation a posteriori après 5 ans. Au niveau de Business France, par exemple, avec 1500 projets évalués, ce n'est pas possible. L'autre approche qui est plus raisonnable lorsqu'on a effectivement beaucoup de projets à gérer, c'est de faire une mesure par échantillon sur, par exemple, 10% ou 20% des projets IDE, qui permet de donner déjà une bonne idée de ce que peut représenter cet impact au niveau global. Enfin, ces approches plus statistiques et de compilation de données globales, il est toujours intéressant de les compléter par des études académiques. Le mieux, c'est souvent de les réaliser avec des stagiaires ou des doctorants de l'université pour étudier dans le détail quelques projets significatifs, des grands projets ou des projets assez représentatifs de ce qu'on voulait attirer dans le pays, pour faire une étude du coup très détaillée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mesurant l'ensemble des impacts qui ont été générés au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental par un projet donné sur le territoire. Le dernier point, c'est qui est important, il ne contribuera pas à l'impact, il ne contribuera pas forcément directement à la stratégie, mais il est important dans notre action de rayonnement, c'est de communiquer sur les résultats qui sont obtenus. À la fois, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis des entreprises, pour montrer comment elles sont perçues et comment leurs investissements sont perçus sur le territoire, mais aussi vis-à-vis des territoires, pour qu'ils soient eux-mêmes conscients de ce que apportent globalement les investissements étrangers sur le pays et sur chaque territoire. Alors pour nous, Business France, ça prend la forme d'un exercice annuel qui s'appelle le bilan des investissements internationaux en France, qui est un bilan réalisé tous les ans par notre équipe économique avec évidemment le support de nos partenaires régionaux et de nos équipes, bureaux à l'étranger, etc., pour
consolider toutes les données et ensuite en sortir une analyse dont je vais vous présenter très rapidement quelques critères, quelques éléments. Alors, le bilan, il fait 160 pages au total, donc je ne vais pas vous présenter la totalité, on y sera encore demain, mais quelques extraits représentatifs pour vous montrer le type de données que l'on peut communiquer au travers d'un tel bilan. Alors, les premières, ce sont des données statistiques. Là, par exemple, c'est un tableau qui montre les évolutions entre 2018 et 2019 du nombre de projets par catégorie de projets, centre de décision, centre de logistique, centre de production, R&D, etc. Et nous avons le même type de tableau par secteur d'activité, par exemple, ou bien par origine de pays. Donc ça donne déjà effectivement des idées sur par rapport aux stratégies qu'on a, d'attirer plutôt de la production, de l'industrie ou de la recherche, etc., des résultats qui sont atteints. On l'illustre toujours, comme je l'avais mentionné un peu avant, par des exemples, des cas concrets et des success stories qui permettent de donner un petit peu de contenu précis et d'illustrer ce qu'on veut illustrer, l'impact sur l'emploi, l'impact sur l'environnement, etc. Donc là, on cite ici 3 exemples, dont d'ailleurs un groupe tunisien qui s'est implanté en 2019. Au total, dans le rapport, on doit avoir au total une 50aine d'exemples. Donc, c'est ce qui donne vraiment de la chair au rapport. Ça peut être aussi de faire un zoom sur des aspects non traditionnellement pris en compte, l'emploi, etc., comme par exemple la responsabilité sociale des entreprises. C'était un chapitre particulier de notre rapport 2019, la prise en compte de ce RSE par les investisseurs étrangers, avec quelques exemples cités, dont un Libanais, un Italien, un Espagnol. Et puis enfin, évidemment c'est le plus important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le focus sur les bénéfices apportés par les investissements étrangers par région. Donc là, j'ai mis 2 ou 3 exemples. Le tableau de droite est intéressant parce qu'il montre l'analyse de la corrélation des implantations d'investissements étrangers par secteur, avec la stratégie sectorielle, la spécialisation régionale des régions. On s'aperçoit qu'effectivement, grâce à ce travail d'orientation des projets que l'on fait au niveau du COSPE, on arrive en gros à orienter les projets en fonction de la spécialisation régionale, de la spécialisation de chaque région, ce qui est effectivement, du coup, permet de mieux contribuer au développement du territoire en général et de chaque région. La carte de gauche montre tous les points rouges sont les implantations qui se sont faites sur ce qu'on appelle les territoires d'industrie, qui sont pour le gouvernement les territoires prioritaires sur lesquels il y a des enjeux de redéploiement industriel et donc qui sont prioritaires, notamment en termes d'attraction d'investissements étrangers. Et donc, ça nous permet de voir que tout le territoire est couvert et que l'ensemble des territoires d'industrie ont pu bénéficier d'implantation d'investissements étrangers. Et ça peut être aussi des données générales pour mesurer comment les IDE contribuent globalement à l'économie des territoires. Je vous cite 2 cartes, mais il y en a d'autres. La carte de gauche rouge qui est sur la contribution à l'emploi régional des entreprises étrangères. Par exemple, on voit que sur la région centre, au centre de la carte, 25% des emplois totaux dans l'industrie sont portés par des entreprises étrangères. La carte de droite, en bleu, elle est la contribution des entreprises étrangères aux exportations de chaque région, qui est également tout à fait intéressante comme perspective. Le dernier point, c'est d'insister sur l'importance des partenaires régionaux dans ce dispositif. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le Team France Invest depuis 2020. C'est un réseau de 18 partenaires qu'on appelle chefs de file régionaux qui représentent chaque région de France, métropolitaine et outre-mer. Avec chacun de ces partenaires, nous avons signé une convention de partenariat qui définit les obligations et les droits de chaque partenaire, à la fois Business France et les partenaires régionaux, qui définit la façon dont on va travailler ensemble, que ce soit sur la prospection, la gestion des projets ou derrière le service aftercare. Tout ceci est organisé autour d'une méthode de gestion développée au fil des années au travers de ce qu'on appelle le COSPE, le Comité d'orientation et de sélection des projets, qui est une instance paritaire entre Business France et les partenaires régionaux et qui gère chaque semaine l'orientation des projets vers les différentes régions. Alors, l'importance des partenaires locaux, elle est, comme dit un peu avant, à la fois sur le ciblage de la prospection
et des stratégies dans la stratégie marketing, secteur prioritaire, type de projet qu'on va cibler, identification de leads et la participation d'experts locaux pour certaines prospections d'investisseurs. Elle est bien entendu dans le choix des sites d'implantation, puisque pour nous, dans notre modèle Business France, les sites sont proposés par les partenaires régionaux et dans cette bourse organisée au niveau du COSPE chaque semaine, pour optimiser la réponse aux critères, mais aussi pour l'orienter vers les sites qui maximisent précisément ces retombées locales. Et enfin, bien sûr, dans le suivi après implantation, où les partenaires locaux ont la main, puisque c'est eux qui vont assurer pour l'essentiel le suivi de l'investisseur sur place et derrière de mesurer les résultats en termes d'impact local. Alors la conclusion très rapide, 3 points. L'importance d'intégrer donc cette question de la prise en compte des retombées locales dans toutes les étapes du processus d'attractivité, ciblage, offre territoriale et suivi après implantation aftercare. Deuxième point, l'importance d'impliquer les partenaires territoriaux dans ce travail, puisque c'est au-delà de l'analyse que l'on peut avoir au niveau national de ce que sont les priorités territoriales, ce sont eux qui sont les mieux à même, à la fois politiquement et techniquement, de connaître et de porter ces objectifs d'impact local. Et enfin, l'importance de mesurer les résultats, de procéder à une évaluation d'impact, à la fois pour savoir les résultats que l'on a obtenus concrètement, et ensuite pour que l'évaluation de ces résultats puisse servir à améliorer au fil du temps notre stratégie de ciblage et notre stratégie également d'orientation et de négociation des projets. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation exhaustive. Donc, si vous avez des questions à poser à Philippe, n'hésitez pas à lever la main ou les inscrire dans le chat. Thank you, Philippe. If the participants have questions, you can raise your hand or put the question in the chat box. Moi, j'avais 2 questions pour toi, Philippe. Est-ce qu'il y a un contrat entre Business France et les partenaires locaux? C'est-à-dire, est-ce que Business France a des engagements quantitatifs ou voilà, de résultats quelque part vis-à-vis de ses partenaires locaux? Et à l'inverse, est-ce que les partenaires locaux ont des engagements de délai de réponse ou autres vis-à-vis de Business France? Est-ce qu'il y a un contrat qui est écrit avec vos partenaires? I put the question in English. Is there a contract between Business France and the local partners? Do Business France have formal commitment vis-à-vis these local actors, and on the complementary, do the local actors have obligations as well in terms of a delay of response to the investors, etc. Donc, un premier niveau de réponse, il y a effectivement, comme je le disais, une convention qui est signée avec chaque partenaire qui fixe les droits et les obligations des 2 côtés, à la fois du côté de Business France et du côté du partenaire régional et de ses propres partenaires locaux. Ensuite, sur les objectifs précis, je vais peut-être laisser Grégory, justement, qui est au cœur de ce dispositif d'échange avec les partenaires régionaux, compléter la réponse, si tu veux bien, Grégory. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, donc chaque région, on signe Business France, nous, un contrat de coopération avec chaque région. C'est un contrat qui dure sur plusieurs années, qui effectivement fixe les devoirs et les obligations de chaque partie. Il n'y a pas pour répondre à la deuxième question, il n'y a pas d'objectif à atteindre pour Business France vis-à-vis des partenaires territoriaux, en tout cas quantitatif. Bien entendu, on fait le maximum avec notre réseau à l'étranger pour identifier des projets chaque année. Donc, on a un objectif de moyens, mais on n'a pas un objectif de résultat. Par contre, effectivement, pour répondre aussi à la deuxième partie de la question, c'est les partenaires, notamment, ils sont… chaque semaine, on se réunit en COSP, donc ce comité d'orientation et de suivi des projets étrangers, pour diffuser ces projets aux régions. Chaque projet faisant l'objet, bien entendu, d'une deadline, d'un délai de réponse auquel la région, le partenaire, doit se conformer. Donc, ils doivent répondre à un cahier des charges que constitue le projet dans des délais impartis, dans des délais bien contraints. Et donc, mon service, le COSP, non seulement diffuse les projets aux régions chaque semaine, mais également, dans le temps, va suivre
comment se déroule le projet. Est-ce que la réponse a été faite dans les temps? Est-ce que les cahiers des charges, la réponse a bien répondu au cahier des charges? Est-ce qu'il y a une visite de l'entreprise sur les territoires? À quelle date? Donc, on a un outil qui s'appelle Sympa, un logiciel, qui nous permet effectivement de suivre en temps réel l'ensemble des projets instruits par Business France et voir effectivement si les régions participantes à chaque projet se conforment bien aux attentes de l'investisseur. Donc, le plus important, c'est l'investisseur, les attentes de l'investisseur, les délais, le cahier des charges. Donc, il faut absolument, donc notre rôle, et c'est très important pour les gens qui nous écoutent, qui travaillent dans ce domaine-là également, dans leur pays respectifs, effectivement, chacun doit monitorer. C'est très important qu'il y ait une structure de monitoring, de contrôle dans le temps de tous ces projets, puisqu'il y a beaucoup de projets, souvent dans certains pays, beaucoup de projets. Nous, on en traite, pour vous donner un ordre d'idée, on a en 2019, on a diffusé 1900 projets au territoire. En 2020, on a diffusé à peu près 1600 projets au territoire. Donc, vous imaginez, c'est un énorme volume. Donc, il faut absolument monitorer tout ça pour qu'on maximise notre taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de projets qu'on instruit par rapport au nombre de projets qui vont réellement s'implanter en France. Voilà. Okay, très bien. I will translate. So there is a contract, an agreement between Business France and the regional agencies. Business France do not have quantitative commitment vis-à-vis the region. It's more a best effort commitment that they have vis-à-vis the region. Also, Philippe explained that they worked also on the marketing together at the months of October, November, so they prepare the prospecting together. But it's true that Grégory said each project comes from an investor. It has a deadline. So they have weekly meeting where they circulate the projects to the regions, and the regions has to make a proposal if they are interested in hosting the investment project. And so the team of Grégory, the COSPE team, is checking the quality of this proposal, the matching of this proposal with the objective of the investor, with the terms of reference set by the investor, and obviously the delay. And for this, there is a commitment of the regions to comply with some delays and quality of proposal. Monitoring is important, is saying Grégory as well, because there are plenty of projects that are sent to the regions for proposal. 1,900 projects sent in 2019, and 1,600 projects sent in 2020. Is there any question? Yes. Karima, au niveau de l'implication des acteurs locaux dans la stratégie d'attractivité locale, nationale d'un territoire, comment en pratique définir le rôle de chacun privé et comment contrôler l'apport de chaque entité? Vous voyez la question dans le chat? Oui. Vous voulez répondre? Oui, alors là-dessus, il y a effectivement deux questions. Je commence peut-être, et Grégory, si tu veux compléter. Alors, la définition du rôle de chacun des acteurs, on l'a un petit peu évoqué dans ma présentation tout à l'heure. C'est défini dans les principes au travers de la convention que l'on signe, c'est-à-dire ça définit effectivement les droits et les obligations. Et en gros, le principe général, c'est que nous sommes tous ensemble, niveau national et partenaires régionaux, pour essayer de maximiser globalement l'apport des investissements étrangers en France, c'est-à-dire le premier engagement, c'est que tous ensemble, on fasse les meilleures propositions possibles pour les investisseurs étrangers, pour qu'ils puissent effectivement s'implanter en France. Donc, en évitant, si possible, des compétitions qui pourraient être parfois dangereuses entre certaines régions, par exemple. On joue équipe, entre guillemets, mais aussi, derrière cela, de voir comment on peut orienter ces projets vers la région qui sera non seulement la plus intéressante pour le projet, mais qui, comme je le disais, également permettra de générer le meilleur impact possible pour la politique de développement économique du pays et de chaque région. Donc ça, c'est un point effectivement qui demande à avoir un assez bon équilibre entre les contraintes imposées par l'investisseur et les attentes du terrain. Alors, les définitions des rôles, on a un certain nombre de process, comme je le disais.
la stratégie de prospection, le plan annuel de prospection, il est défini avec une phase de contribution des partenaires régionaux qui est parfaitement bien organisée et définie, avec des réunions avec ceux-ci où ils peuvent amener leurs propositions, etc. Et c'est de cette façon un petit peu que sont organisées les contributions des partenaires régionaux. Donc, ensuite, derrière, comment est-ce qu'on contrôle leur apport? Alors, si je prends un exemple, et Grégory, tu pourras compléter, sur l'apport à la prospection, on fait chaque année plusieurs dizaines, alors je n'ai pas le chiffre le plus récent en tête, mais plusieurs dizaines de prospections communes entre les bureaux Business France à l'étranger et des partenaires régionaux sur des sujets très précis qui intéressent particulièrement une région donnée, où elle va donc venir avec un expert, avec une personne de son agence de développement pour contribuer à cette prospection. Ces prospections-là sont évaluées. Et on évalue en l'occurrence l'impact qu'elles ont eu à la fois au niveau national pour identifier des projets et aussi bien sûr l'impact que ça a eu directement pour la région concernée, c'est-à-dire voir quelle est finalement la rentabilité, si on peut dire, de ces prospections communes, à la fois pour le niveau national et pour les régions qui investissent et qui passent du temps et qui mettent du budget pour organiser ces missions. Alors, juste en complément de ce qu'a dit Philippe, tout à fait d'accord, Philippe. Alors, principalement sur la stratégie d'attractivité, c'est notre pain quotidien, si j'ose dire, c'est surtout au niveau public, les acteurs publics, c'est-à-dire nous, Business France, ainsi que les partenaires régionaux. Philippe vous l'a montré tout à l'heure, on a 18 partenaires, des chefs de file en région, qui sont nos interlocuteurs quotidiens sur les projets, dans le suivi des projets, etc. Donc là, on parle vraiment d'acteurs publics ou parapublics, donc des émanations des conseils régionaux. Il faut savoir que ces acteurs-là, en région, ont également des partenaires infra. Donc, ils ont des partenaires au niveau des métropoles, au niveau des départements. Ce sont toutes des agences de développement économique. Donc, eux-mêmes doivent coordonner un ensemble d'acteurs. Nous coordonnons 18 partenaires régionaux et ces 18 partenaires régionaux, au niveau de leur région, coordonnent d'autres agences publiques de développement économique. Donc, tout ça, le maître mot, c'est la coordination. Donc, ça, ces acteurs-là, comme l'a expliqué Philippe, se réunissent une fois par an pour définir leurs priorités d'attractivité, les secteurs qu'ils veulent prospecter en fonction de leur schéma régional de développement économique et d'internationalisation. Donc, on essaie effectivement… alors, une chose que je n'ai pas précisée, c'est que le COSP, cette fameuse structure qui permet d'envoyer ces projets, de saisir en fait les régions pour répondre à des investisseurs étrangers, c'est un service gratuit, service public. C'est un service public gratuit. Néanmoins, on fait également d'autres prestations payantes. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Philippe, avec des missions ciblées, c'est-à-dire qu'on va demander aux régions, accompagnées parfois d'une entreprise du CRU, qui permet de bien illustrer les compétences régionales. On va aller voir pendant une semaine dans tel pays, tel secteur d'activité, tels acteurs étrangers, etc., pour essayer de les attirer dans la région particulière, dans cette région particulière. Alors, de plus en plus, et ça je terminerai là-dessus, donc là, je vous ai montré que c'était plutôt une démarche publique, tout ça, mais de plus en plus, on essaie d'impliquer des acteurs privés dans les stratégies d'attractivité locale. Et Philippe en a parlé tout à l'heure, c'est un programme très important, je vous invite à regarder sur Internet, je pourrais même vous donner le lien, ce sont les territoires d'industrie. Une opération qu'on a lancée en 2018, le gouvernement, en concertation avec les régions. Et ce qui est très intéressant dans cette démarche de territoire d'industrie, qui vise à conforter la réindustrialisation de la France, un pays qui malheureusement s'est désindustrialisé au fur et à mesure des années. Donc l'objectif, c'est de renforcer l'industrialisation de la France en impliquant les acteurs locaux. C'est-à-dire que ce sont les entreprises elles-mêmes qui connaissent leurs besoins le mieux, finalement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des comités dans tous ces territoires d'industrie. On a mis en place des comités qui allient à la fois les élus locaux, donc les pouvoirs publics, et les entreprises, les principales entreprises industrielles, par exemple, les chefs de file industrie. Et donc, c'est dans cet échange-là, et ces deux structures-là, public-privé, monitorent, donc contrôlent, font des propositions, puis contrôlent les actions à mettre en place au niveau local pour améliorer l'attractivité industrielle du territoire. Donc, très important l'implication des acteurs privés. Et dernier point, je vous rappelle qu'en France, 71% des projets industriels, notamment donc étrangers, se font dans des territoires d'industrie. Et ces territoires d'industrie sont pour la plupart des villes de moins de 20 000 habitants.
Donc, ce sont des villes moyennes, ce sont des villes en périphérie, périurbaine. Et c'est très important. Et c'est là que la richesse aussi doit se faire. Hein. Ce n'est pas seulement dans les grandes métropoles, c'est autour de ces grandes métropoles. Il y a des espaces encore de développement, il y a des compétences. Et c'est ça qu'on essaie avec les industriels, donc avec le privé, on essaie vraiment de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers. Thank you, Gregory. So to answer the question of Karima, which was about the role and the contribution and the role of each partner from the national and local level and how to measure that. So Philippe explains that there is a national prospection plan that defines the role of each of actor, and obviously there is a reporting that is made together from the local to the national level to evaluate and monitor the implementation of this prospecting plan. Gregory also added that there is the keyword is coordination, because they have to coordinate 18 regional partners in this COSPE. This is the instrument, the department that is collaborating with the regions. But at each region level, the local partners, the regional partner, has also to coordinate with sub-local partners. The district, the cities, the metropolis have also their agencies to coordinate with. So coordination is really key. Gregory added as well that COSPE, so this service that is sending projects towards the region, is a free service, but they do provide as well, Business France, paying services, consultancy services or prospecting services through particularly the foreign desks abroad to organize a specific marketing of prospecting for a region abroad in a specific country or in a specific sector. And the new thing as well is to associate private sector industrialists to the governance, because I think Mr. Bouatou, you mentioned the concern about the governance of all these. So there is a governance body at the regional level that is associating the agencies and maybe their partners, their sub-local partners, as well as industrialist companies that are monitoring of this process from the prospecting to the installation of investors and to the evaluation of this impact. And Gregory finally said that the effort is really put on the, and I think 60% you said of the FDI. I'm sorry? Yep. 70%. 70% of the FDI land in areas of cities that are less than 20,000 inhabitants. So it's small regions in France. Well, thank you, both of you. I think there is no more question, and we have to move on to our next speaker. Merci, Philippe. Merci, Gregory. Stay with us, and if you want to interact with the other partners, you are very much welcome. Good morning, Christos. Hello, Emmanuel, and thank you very much for the invitation. Bonjour à tous. You're welcome. It's me to thank you. You are the Director of International and Institutional Affairs at Enterprise Greece. So you will present us the Synergasia program, which is your experience of collaboration and marketing the region potential and competitive advantages. So we will put the video. You have a word before the video? Yes, thank you very much, Emmanuel, again. What I would like to specify after the great presentation done by my colleague Philippe, I would like to specify that what will be presented today through the video and the short and brief presentation is not what our investment team does in Enterprise Greece, which is one of the two core businesses, because we do invest and trade, as probably most of you know already. So it is what exactly we do in my directorate as stakeholder relations, what we do as a complementary action to the investment team, so that we have a more, let's say, consolidated approach to how we can maximize the local impact. Thank you. Okay. Donc, Christos va nous présenter Synergasia, qui est une initiative grecque de collaboration entre le niveau national, Enterprise Greece, et les régions. Et Christos tient à préciser
que ce n'est pas le core business des équipes de promotion et des chargés d'affaires en charge de l'investissement, mais c'est plutôt traité au niveau des partenariats institutionnels et ce qu'il appelle stakeholders relations, donc les parties prenantes, les relations avec les parties prenantes, qui est mis en place au niveau de sa direction, donc la direction des affaires institutionnelles. Voilà. Donc, let's go for the video and then we have an exchange with you after all. Good morning to all. My name is Christos Kouras. I am the Director for International and Institutional Affairs of Enterprise Greece, the national agency under the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic State. Enterprise Greece has a double mandate: to promote the Greek products and services abroad and to showcase Greece as an attractive investment destination. I will focus particularly on two flagship tools that we used in order to maximize local impact and highlight the regional dynamics for sustainable recovery and resilience. The Synergasia program has been a flagship activity for more than a decade and a best practice across counterpart TPOs. Its aim is to showcase the hidden competitive advantage across Greek regions and to highlight the huge untapped investment opportunities. The program Synergasia involved, first of all, the identification of a Greek region with significant economic activity and potential on any sector compatible with Enterprise Greece strategic priorities. Once this is done, the Enterprise Greece team started to cooperate with the regional authorities of the region in order to host a delegation comprising of foreign economic and commercial missions based in Greece. The business visits included B2B meetings with local businesses, meetings with the regional government representatives, and overall local business ecosystem. B2B meetings is an integral part of each Synergasia mission as it creates linkages and potentially builds synergies. The mission also included business site visits for the foreign diplomats, presenting the macroeconomic and investment profile of the region, along with its comparative advantages and local, highly competitive export products or services. This process facilitated the flow of market and business intelligence from Greek regions directly to foreign missions representatives. It then enabled them to relay this information to their business communities and government bodies and business ecosystems back to their countries. Therefore, the Synergasia program promotes close collaboration between Enterprise Greece and regional stakeholders in order to support local businesses to go international. Simultaneously, we aimed at enhancing export readiness of smaller SMEs through special workshops offered on the spot by Enterprise Greece team experts. In September 2020, we decided to adapt to the COVID restrictions to traveling and hold our first digitized Synergasia in the region of the Ionian Islands. The participation was very broad because actually this digital model gave us the opportunity to expand our audience to more partners who would otherwise not join, including our trade attachés around the world, who additionally invited potential buyers, investors, and other business institutional partners in the countries where they are based to facilitate direct contacts with the regional stakeholders. This digital version of the program provided new possibilities to achieve greater outreach. At this point, I would like to introduce Natalia Vlachou from the Agri-Food Partnership of the region of the Ionian Islands as a live testimonial of this event. My name is Natalia Vlachou, and I'm representing the authorities of the Agri-Food Partnership of Ionian Islands and the region of Ionian Islands, a region located in the northwest of Greece, consisting of the islands of Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, and several smaller ones.
The Ionian Islands region is clearly specialized in tourism activities, interconnected with the bioeconomy by the potential of reinvigorating the agricultural sector. On 17th of September 2020, taking into consideration the restrictive measures imposed by the pandemic of coronavirus, we decided, along with Enterprise Greece, to co-organize the first online Synergasia dedicated to our region. My colleagues and I had the privilege and the honor of participating in the preparation of this program by creating an analytic presentation of the investment profile of our region, identifying the right keynote speaker who would act as an ambassador on our behalf, and a video representing export-ready local companies with the activity particularly in the primary sector. It was a challenge for all of us to make this project as successful as possible, since the level of the organization standards we needed to follow were high, and we are very proud from the final result, which was to bring focus from a very diverse audience on our region and its competitive advantage. The webinar involved representatives from 26 embassies and many guests from authorities of Greece. Also, the positive feedback that we got from the press after the event was extensive. The region of Ionian Islands has a targeted policy to promote its investment profile and local products abroad, and having Enterprise Greece as our partner can only lead us to this path. Thank you very much for the opportunity to give you a brief but substantial testimonial of our experience. In the era of digital transformation, Enterprise Greece has made particular efforts to further digitize services and tools and adjust to the new reality. Among other steps taken, we created a new page on our website dedicated to better promoting the local talent, the overall economic activity, and the business profile of Greek regions, the Regional Compass. The Regional Compass works around 5 special categories: demographics, economic activity, associations and partners, investment profile, and talent pool. Under demographic section, users can find each region's population and workforce compared against the country's total. By providing the most significant business and demographic data for every region in Greece, the Regional Compass will offer visitors a short overview in order to identify their new business location. Visitors can select among variables like demographics, labor force categories, talent pool, and economic activity per region, and discover each region's unique investment profile. Under the economic activity, users can select variables for every economic sector per region, such as number of legal unities, number of employees, and turnover. Under the association partners, they can identify their ideal local business partner. Under the investment profile, they can discover the special and unique history and character of every Greek region. Finally, under the talent pool, they can find education level per region and compare it to the whole country's data. Thank you very much for your patience. I'm available for any questions you might have. Thank you very much, Christos. Very interesting and very professional video. Thank you, Enterprise Greece, for the good production. Our pleasure. If you have questions, you can either raise your hand or put them in the chat. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou les mettre dans le chat. I had questions myself, Christos, about the impact and the evaluation of the impact of this strategy. Do you consider this Synergasia as a pilot phase where it will be more embedded in the core business of investment promotion at a later stage? Or how do you see that within the core business of the Enterprise Greece organization? And so how do you evaluate this Synergasia today? Thank you for the question. I would say that, first of all, the Synergasia, as I mentioned in my presentation, has been running already for more than a decade.
This actual digital version was something new, and it is because of the pandemic and the restrictions that came up. So for us, for my directorate, it remains a key tool for stakeholder relations. And as I said before the presentation started, it's for us, it's an economic diplomacy tool. To be honest, it's a tool that we use in order to bring forward more synergies than, as I said, our actual investment team does by identifying the key sectors and the promising leads and so on. So this is not what we do as core business in my directorate. It's an economic diplomacy tool, which is integral to Enterprise Greece. It is always, and that is why when we used to do our missions around the Greek regions, it is not only my team that participates. We have the expert team participating because, as I said, it's a way to support the export non-ready small businesses and SMEs. So by providing some training and workshops directly on the field, but it's also the investment team that participates because they want to identify the possibilities that can come up in these regions. So I would say that the Synergasia, although it is a tool for my directorate, for stakeholder relations, as I said, it's integral, and it is combined with all the teams in Enterprise Greece to further promote the regional aspect. Greece has got 13 regions. They are very diverse. There is what all the international institutions say, like the OECD or the United Nations or whatever else, or the UNCTAD, as you mentioned, about regional unevenness. Then Greece is it's a huge example for that. We have Attica, which is we could say the most developed one, but we have other regions where there is a huge lagging behind. So for us, such tools are very important in order to change that. And a small detail I would like to add is that for sure, we are very much looking forward to returning to the previous normality and reality and continue with our face-to-face Synergasia missions. But if I may say here, for Enterprise Greece, the crisis has been an opportunity. It was an enforced opportunity to digitize our services, to change the way we think and the way we provide our services. And so if you ask me, would you return to the previous face-to-face missions and totally discard the digital version that we did this year? I would say no. I would say that we will most probably stick to a blended model of doing our missions face-to-face, because whatever we say, face-to-face contact is key. But at the same time, we will still try to provide that in a digital version in order to strengthen the outreach. Because what we identified this year with a digital version of the mission of Synergasia to the Ionian Islands was, as Natalia mentioned, there was a huge participation from people and services and institutions that was not the case before in the past. And it is normal because not everybody can travel, let alone people from abroad, from so different countries, because we had the participation even from the US or Australia this time. So for us, this was a huge success. And going back a little bit to the evaluation that you mentioned, I'm sure most of you understand that in many cases, it's not easy to, let's say, to quantify. To quantify is the right word, to quantify what you do in an agency like ours, and how can you quantify
what might come up after 1 year of negotiations. So we would say that participation of so many embassies each year and in each mission is definitely a KPI we put forward, and it's an indicator for us. It's a key indicator that shows that this consistency of embassies participating all the time is an indicator that it works. And of course, I think Philippe came up with this at a certain point in his presentation. He talked about testimonials. We have testimonials of successful deals, if I may use the word, of successful deals that came up immediately after a Synergasia mission. What becomes a little bit more difficult, as I said before, is when this success comes after 6 months, 7 months, 1 year, 1 year and a half, because the investor negotiations sometimes take a lot of time. So this is a challenge, which I'm sure most of the agencies dealing with investment are faced with. I hope I covered a little bit your questions. Yes. I will translate. Ma question, c'est de savoir si Synergasia était un peu une opération pilote, puisque Christos nous avait dit qu'elle était à part du core business export et investissement. Donc non, Christos, c'est une opération qui a pour but, qui a un objectif de développement économique, de créer des synergies avec les acteurs territoriaux, mais qui associe l'ensemble de l'agence, puisque lors de ces ateliers, les experts dans les de dimension exportation sont présents et font de la formation, y compris sur place, aux entreprises pour les aider à se préparer à l'exportation. Les équipes investissement sont également présentes sur les opérations dans les régions pour identifier les avantages comparatifs des régions et pour voilà, marketer en fait les régions dans leur travail. C'est une initiative qui dure depuis 10 ans. La nouveauté de l'année dernière, c'est que ça a été digitalisé. Ensuite, Christos nous dit qu'effectivement, il y a 13 régions en Grèce avec des grands écarts de développement. Et cette région sont très en retard ou en tout cas assez en retard par rapport à d'autres dans le développement. Autre analyse de Christos à propos de la digitalisation, c'est vrai que la crise a empêché de faire ces missions sur le terrain et du coup tout l'ensemble des services ont été digitalisés et Christos pense que un modèle futur va être probablement un modèle mixte entre des services digitaux et des services en présentiel parce que le digital a permis d'avoir une participation beaucoup plus large qu'auparavant en présentiel et donc ça s'est révélé assez intéressant pour toucher un maximum de monde. En ce qui concerne l'évaluation de Synergasia aujourd'hui, c'est pas évident de quantifier cette évaluation. Ce que regarde Enterprises en particulier, c'est quand les ambassades et donc le nombre d'ambassades qui participent à ces ateliers, à ces opérations sur le terrain, et c'est encore important et c'est croissant, donc ça c'est un indicateur qui les intéresse. Ils ont aussi pas mal de témoignages de deals, d'opérations qui se sont passées sur le terrain grâce à ces opérations Synergasia. La difficulté étant évidemment de relier l'opération, relier l'investissement, le business avec l'opération Synergasia, puisque souvent ça prend 6 mois, 1 an ou plus pour que l'investissement se fasse. Et donc, ce n'est pas évident de relier ça à l'opération Synergasia, mais ça, c'est un challenge que tout le monde a dans ces opérations. So there are questions from the floor. Good morning, Pape Amar from Senegal, who is joining us. Pape, if you can turn off your vidéo. Tu peux fermer ta vidéo. Okay. There was one question about, I think, tourism. Yes, I can see it. Yes. What are the role of the local territory to restart local tourism? Well, it's a question I cannot actually reply directly in the sense that I cannot reply on behalf of the local
reality as far as tourism is concerned. But of course, tourism is a key sector, not only for Enterprise Greece, but for Greece in general. It's a very important pool of investment and money and job growth for Greece. Well, to be honest, as I said before, the digital services that we try to provide during the pandemic are towards this direction. And probably this also goes a little bit and replies to the second question I can see in the chat room about the strategies for attraction and how to maximize the local impact. To be honest, the regional compass is something that, as I said, came up directly during the COVID crisis. We did not have that before. We found it necessary to come up with a tool that can directly give more information and provide more information to potential investors through our website. So with the help of a very important national authority in Greece, which is the Hellenic Statistical Authority, but also through our stakeholder relations with the regional governors and the regions in Greece, we try to accumulate all the necessary data that we find are important for a potential investor to know beforehand in order to start working on a project, on an investing project. So in this scenario, we found it very necessary to provide, to depict the investment profile of each region around Greece, to show what is the talent pool in each region, what is the working force available, what is the unemployment rate, which is the ecosystem in general in its region, because this is also very important. It's very important for a potential investor to know if there are startups, if there is a startup culture in the region, if there are entrepreneurs who would be able to put an idea forward. So from our side as Enterprise Greece and the small agency that we are, though national agency, this is what we found very important to do in order to support not only tourism, but all sectors. And the small detail, which is not so much, which comes mostly from my personal experience during the COVID period, is that in many cases, tourism was not that much affected in the small remote areas of Greece, because probably the people who decided to travel found them as more secure and safe destinations instead of, for example, coming for holidays in Athens. Of course, I'm not talking about the period that we are going through now, which is almost everything is in lockdown, but I'm talking about the summer. So during the summer, there was a significant inflow of tourists to the more remote areas around Greece, and it makes sense. Still, it's an engine that provides job growth, as I said before, and it's very important to be there and to be healthy, a healthy engine that generates money and reduces unemployment. I talked before about Enterprise Greece finding the COVID crisis as an opportunity to digitize its services and change a little bit the mentality inside the agency. I would also say that overall for Greece, this was also taken as an opportunity to change a little bit the way we think, in the sense that tourism, yes, it's key, it's very important, it's probably the #1 sector for investment, and
the most integral part of what we think when we talk about Greece. But this was also indicative of what happens if you come up with such a crisis where tourism is hit most of all. So that's why the government has put particular focus on creating other ways of, let's say, diversifying what we sell in inverted commas as tourism. For example, it was very recent that Enterprise Greece signed a memorandum of understanding with Elitour. Elitour, just to be quick and not to take a lot of your time, let's say it's an association about how to provide high quality medical services in Greece. So medical tourism is something that we did not have that much in our mentality. Whenever we talk about tourism, it's all about coming to the islands. I believe that for most of the participants here, this is what comes to mind. So we believe we need to find other ways of promoting the touristic product that we have, like medical tourism, or another key green economy huge project that takes place right now in it's about to start in the Western Macedonia region, a region which is one of the less developed regions in Greece, with the just transition to post-lignite era. Sorry. So I'm just mentioning a couple of alternatives, big alternatives, important alternatives to the touristic product that everybody has in mind about Greece. Donc, Christos répondait aux questions de Karima et de M. Boatou, je crois, à la fois sur comment la stratégie d'attractivité, qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser les impacts locaux, et puis le rôle du tourisme, comment les régions peuvent relancer le tourisme. C'est aussi une question que rejoint maintenant Papa Marc, qui demande du Sénégal, qui estime qu'au Sénégal, le tourisme va être atteint pendant 2 ans, et qu'est-ce qui doit être mis comme politique au niveau des territoires, quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été prises en Grèce. Et Christos a répondu à toutes ces données, toutes ces dimensions-là. D'abord, il précise qu'il y a une autorité hellénique du tourisme, donc ce n'est pas Enterprise Greece qui est en charge de ça. Il nous rappelle aussi qu'en Grèce, les destinations un peu isolées n'ont pas été les plus touchées finalement, notamment cet été. C'est-à-dire qu'au contraire, les gens ont préféré aller dans des endroits un petit peu reculés pour passer leurs vacances, parce qu'ils étaient a priori plus en sécurité que dans des grandes métropoles ou des grandes villes. Et donc finalement, cette partie-là de la Grèce a été un peu moins touchée par le problème de tourisme, mais que ça a été aussi une opportunité en matière de tourisme de changer de mentalité, cette crise, et d'essayer de développer des diversifications. Et le gouvernement a mis en place des mesures pour aider cette diversification, notamment dans le tourisme. La Grèce est un pays qui dépend, en tout cas c'est la perception qu'on a, et Christos le confirme, qui dépend beaucoup du tourisme, qui est peut-être ce à quoi on pense pour la Grèce en premier lieu, nous dit Christos. Et donc le fait que ce secteur soit en crise, c'est une manière aussi de se réinventer et de faire en sorte que la Grèce se diversifie. Également dans le tourisme, il cite notamment l'initiative avec Elitour de développer le tourisme médical, et il cite comme ça plusieurs exemples de tourisme à valeur ajoutée, qui n'était pas présent en Grèce et qui pourrait se développer, en tout cas des réflexions se sont avancées à la faveur de cette crise. En ce qui concerne la question de Karima sur la stratégie d'attractivité et le lien avec le local, Christos remet en avant le Regional Compass, qui est un outil qu'ils ont créé cette année, qui est un outil digital de promotion, de mise en avant des avantages comparatifs des régions grecques. Et vous pouvez le retrouver sur leur website. Ça donne toutes les données pour l'investisseur. Ça explique notamment l'écosystème de start-up des entrepreneurs. Voilà, ça présente bien l'écosystème économique des régions de manière à ce que l'investisseur sache où il va et ait envie de s'y implanter.
we are going to stop there for Enterprise Greece. I'm sorry, because we have to move on. You wanted to say a last word, Christos? Pas important, une petite correction. C'était pas l'agence touristique, mais statistique. Statistique, d'accord. Okay, sorry. Okay, we will now move on to the last presentation. It's actually my presentation, and we have recorded this presentation in French and in English. Donc on a enregistré cette dernière présentation que j'ai faite pour vous présenter l'outil de pilotage d'impact que nous avons développé chez Anima. I am Emmanuel Notary, the General Delegate of Anima Investment Network. Today I will speak about an initiative that we conducted between 2014 and 2016 on the assessment of the local impact for investment projects. So why and what are the challenges of foreign direct investment impact assessment? First, this initiative, it emerged from the need we've seen, especially after the Arab Spring, to reduce the development gaps. Sorry. Looking at our observatory, foreign direct investment observatory at Anima, we have noticed that most of the FDI projects were landed in the shores of the Mediterranean or in the capital cities or the metropolis. So there was a very strong imbalance between the regions in the way they were attracting FDI. Secondly, we conducted a survey for the World Bank to calculate the job efficiency of the foreign direct investment project. And we have noticed that the top 5 FDI sectors, the one who attracted 50% of the foreign direct investment in the Mediterranean, energy, public works, cement, bank, tourism. But among these 5 sectors, except for bank, they were the least efficient in terms of direct job creation, meaning the number of jobs created per million euro. So obviously, these are very capitalistic projects. We create infrastructures and have a leverage on economic development, but we thought there could be a way to improve the direct impact in terms of job of this project. Finally, we also think that the balance between ecological footprint and human development was not easy to reconcile, and in many countries this reconciliation is not happening, in nearly all countries. And so this is a challenge ahead of us to create procedure systems, practices where we could reconcile these both challenges. So why it is important for you as an organization, as a ministry, to evaluate upfront the foreign direct investment projects? First, it will help you to dimension the support you offer to the investor. Indeed, you usually propose a facilitation for the land or for the building. Sometimes you give some financial incentives to the investors, or you at least you mobilize your staff, your human resources to support the investors. So you need to dimension this support depending on the quality and the impact of this project. Secondly, if you make an assessment, it will help you to negotiate not only with investors. Obviously, you have to negotiate with investors to make sure it serves the interest of your country, of your region, but also you have to negotiate with the government, because as a agency or as in charge of attractiveness, you are the go-between between the investors and the government. So you are the advocate for both. And so the more you know, the more you are capable to understand and to evaluate the project, the better advocate you are, both for the country and for the company. Finally, if you assess FDIs, it will allow you to put forward important questions such as is the benefit for the country provided by the FDI worth the public support we are offering, and how this project is enriching or harming the local ecosystem. So we conducted we made a large report on all the criteria that were necessary for evaluating an investment project, and all the methodologies that could be used
to make this evaluation. So we listed different analysis methods. Depending on the objective, you have plenty of possibilities of existing methodologies, such as cost-benefit analysis that is quite known, risk analysis, etc. And what we realized by doing this exercise, so we listed 70 criteria, many methodologies, and we realized that it was really a job to be done by experts. And these experts were not often and even hardly present within the investment promotion agencies or within the economic development agencies that were facing these investors. So we decided to create a rating methodology, which is a softer, easier method to evaluate and compare FDI projects to dimension the support offered. So we created an initiative funded by the ENI CBCMed project between 2014 and 2016, and we targeted with 3 countries at the beginning: Lebanon, Tunisia, and Palestine. And we put around the table for this initiative all the stakeholders that may be interested in this FDI assessment. So first, the private sector with BusinessMed, representing the Employers Federation in Mediterranean, the territories, so with the Ministry of Planning in Tunisia, with the Région Provence-Côte d'Azur, some national foreign direct investment promotion agencies like GAFI in Egypt or Enterprise Greece in Greece, and also experts that were very capable in a project assessment, who could help us to make sure that our method were consistent with international practices. So we invited the European Investment Bank, the Agence Française de Développement, the Caisse des Dépôts. We had also WWF. So it was a quite interesting dialogue among all these stakeholders. So the initiative aimed at designing a methodology that was accessible for non-experts. Secondly, training and doing capacity building to disseminate this methodology, and finally create a community of stakeholders that were willing to progress in the dimension of improving the impact of the investment project. In the end, the goal of this initiative was to create a sort of new deal between investors and the countries and the territories, so that an investor gives more to a country, and the country will, in return, give more to the investors, either by indirect incentives or support, but also in terms of loyalty of the customers, loyalty of the staff, image for the company. So this methodology is designed to be handy, usable by non-experts, practical because it provides very practical benchmarks or case studies to understand how it works. Concrete because it's really designed at helping improve concretely the investment project, and scalable in the sense that it's a methodology that is adapted not only for small projects but also for big and large projects. And we've seen that some ministries, the Ministry of Planning of Tunisia has used it for their own public investment in the regions of Tunisia to assess upfront the quality of the project. So EDIL, this rating tool, is providing 35 criteria sorted in 4 dimensions: economy, social, environmental, community. And you see that there is a selection of criteria in each of these dimensions. So if you look at economy, it would more deal with the availability of the product brought by the investor to the local population. Is it new? Is it cheaper? Is it harming the competition, the local competition, or not? Is it creating direct job? Is there a local subcontracting, etc.? Social dimension, it deals with all the job creation, obviously, with also the social
policy of the company, the recruitment policy and the transparency in this recruitment policy, all what is related to capacity building, training, and also social protection of the employee. Environmental dimension, it deals with waste production and management, with the use of energy, energy reduction, renewable energy, also the water, obviously, water consumption, all the relation of the project with biodiversity and natural ecosystems, so forest, agricultural soils, etc. And finally, obviously, transport and logistics, which is an important dimension of the environmental impact of a project. And finally, we have this community dimension, which is evaluating the relation of the investment project with the territory. So does it have an impact on the social economy? Does it fight corruption? Does it have anti-competitive behavior? Does it help social actions on the territories, etc.? So if you look at each criteria in the guidebook we have, it's a bit like a magazine test. So you have questions, depending on the answers, it gives you a rate that you apply for the calculation of the criteria grade, and in the end you have you aggregate the different grades of each criteria, and it gives you the rating of the investment project. So it's the first initiative that was born to try to grasp what was with tangible criteria, what could mean inclusive growth after the Arab Spring, because we had all this understanding that we should provide a new look on the economic development, and EDIL was one of the first initiatives to really provide concrete and operational criteria to grasp this inclusive growth. Obviously, it has been tested and developed with companies, so in Tunisia, in Lebanon, and Palestine. So we have tested it and adapted the rating based on their feedback. It's an initiative that has been reckoned by the Union for the Mediterranean, by the MED-COP21, so prior to the COP21, by the Mediterranean Sustainable Working Party Commission. And today it is implemented in Tunisia in two institutions. One is a Tunisian Investment Authority, which is using an adaptation of EDIL to design, to level the grant they give to large projects, to large investment projects coming to the country, and also the Ministry of Regional Development in Tunisia, who has been using EDIL to evaluate the impact of their public investment in the regions. So why it's interesting for you as a business support organization or investment promotion agency? First, using EDIL, you make sure you are aligned with international practices, because the way we design this rating tool, it's compatible with ISO 26000, with the Global Compact, with the Global Sustainable Development Goals, obviously. Second, it will help you to prioritize your support to the most valuable projects, investment projects for your country, your territory. And finally, you should know, probably, that a company that is more responsible in terms of environmental footprint, in terms of social behavior, in terms of local footprint, has less risk of failure. Many surveys have constated this fact, such as this one from EY that we have put on the slide. So by helping companies to improve on their local impact, you will also help them limit their failure risk. So therefore, it's good for the sustainability of the jobs on your territory. This is it. I'm happy to further discuss this EDIL methodology with you, and eventually to inform or
adapted to help you and implement such an initiative in your organizations. Thank you very much. I wanted to inform you that in the coming months, we are going to organize a series of training webinars on this tool, on this EDIL tool. We agreed yesterday with the EPSOMED team that it would be interesting to follow up with some training seminar on this tool. So you will be kept informed on this training tool, and obviously the ANIMA team, if you are interested to implement such a rating in your organizations, which you understand, it helps to dimension the support you give to companies. It helps you to better negotiate with companies. We're happy to help you in doing it. Donc on va organiser, hier on est tombé d'accord avec les équipes d'EPSOMED pour organiser une série de webinaires de formation sur cette outil EDIL pour ceux qui peuvent être intéressés à mettre en œuvre ce genre d'outils de notation dans leur organisation. Donc voilà, donc on va le faire dans les jours qui viennent, et je pense que c'est utile, ça peut être utile pour vous pour dimensionner le support que vous offrez aux entreprises ou pour négocier avec les entreprises qui arrivent sur votre territoire. Donc je crois qu'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des dernières slides à passer? On va passer aux dernières slides. Donc je suis avec Manon Spina et Lydie Cornan, mes collègues qui ont organisé cette réunion. J'en profite pour les remercier pour l'organisation de la réunion. Donc on a 2 séminaires à venir. Le 18 mars, prochain webinaire qui traitera de relocalisation. On parle beaucoup de relocalisation dans ce temps de crise où les usines, les centres de représentation des entreprises qui étaient souvent en Asie sont peut-être appelés à se repositionner plus près des marchés de consommation en Europe ou en Afrique. Quelles opportunités pour la Méditerranée? C'est ce qu'on verra le 18 mars avec des économistes et des praticiens de l'attractivité. So on the 18th of March, we have a webinar on relocations. You know that in this context of crisis, some companies are or will be bringing back some facilities closer to the consumption markets, so Europe and Africa. And what are the opportunities for the Mediterranean markets in this context? That's what we will see on the 18th of March with economists and practitioners of attractiveness. And in April, on the 22nd April, we will organize this webinar on how, after this crisis, with such investment that has been made by the public actors to support SMEs and startups, what will be left and what will continue after the crisis. So we'll see the strategies of different actors to continue to support their companies and what priorities they will give to this support in the context of the post-crisis. It's a very, very hot topic for this year. Donc, le 22 avril, on aura un séminaire sur le support aux PME et aux startups qui sera donné après la crise. Comment continuer à offrir ce support? Est-ce qu'il faut prioriser? Est-ce qu'il y a des choix qui seront faits? C'est des sujets sensibles et on essaiera d'avoir des présentations de différents pays qui nous expliqueront quelles stratégies ils adopteront en sortie de crise pour continuer à soutenir les entreprises et quelles entreprises seront soutenues dans ce contexte. Voilà, vous savez que vous pouvez revoir tous nos webinaires sur la chaîne YouTube d'Anima ou sur le site web d'Anima. Vous verrez toutes les présentations qui ont été faites depuis le début de cette série de webinaires dans la section bonnes pratiques. So you know you can review all the webinars or all the speakers presentation either in our YouTube channel, either on the Anima website in the good practice section. Et puis merci à tous pour avoir été présents. Merci beaucoup à Philippe Hivergnot, Grégory Vincent, Christos Kouras pour leur présentation et leur participation. Thank you, Philippe Hivergnot, Christos Kouras, Grégory Vincent for participating. Thank you all for being with us. And so we meet for the next webinar on the 18th of March. Rendez-vous le 18 mars pour le prochain webinaire. Merci. À bientôt.